Tarmila, vous m'entendez, Tarmila? Oui, Ok. c'est bon, c'est fait. Oui, très bien. Je vois Il y a Jamal, très bien. aussi Iman normalement pour le flow. Oui, mais Iman, est-ce qu'il est là? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Bon, je répète la demande que j'ai faite par écrit et verbalement tout à l'heure. Les interprètes se plaignent de ne pas avoir les présentations PowerPoint. C'est Voilà. envoyé. Ça a été envoyé normalement. De ce qu'on Normalement, vous Attends, les avez. je vais consulter, mais il y a 30 secondes, ils sont venus me voir pour ça. Donc, De toute façon, Ouais, il y a laissé un encore une... message privé aussi, donc normalement ils les ont. Oui, ils ont tout reçu normalement. Alba Tarmila, I think it's 1 minute to 12. Please, can just admit everyone and keep silence from now on, please. Thank you. OK, ils viennent de le recevoir. Merci. Okay, so we can begin. Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Thank you very much for joining us today. We're absolutely delighted. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour cette 5e session technique préliminaire sur la recommandation de l'UNESCO concernant le paysage urbain historique. Nous avons le 10e anniversaire. Et si nous avons la 5e session, il y en aura une 6e après celle-ci de 15h30 à 17h. Et je voudrais saisir l'occasion de vous inviter à une manifestation du 23 juin. Il y aura un lancement de l'appel d'action dans le cadre de la recommandation de 2011. Nous aurons plusieurs maires de villes historiques du monde qui se joindront à nous. Alors, nous vous invitons à vous joindre à cette session. Également, le 24 juin, le rapporteur de cette session présentera les points pertinents de cette session et des 5 autres sessions et les présentera à la session du 24. Alors, vous êtes formellement invités à vous joindre à nous joindre à cette manifestation du 24 aussi. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais vous signaler que nous avons l'interprétation en anglais et en français. Oui. Avant de passer la parole à notre président de séance aujourd'hui et de passer en revue le programme, je voudrais vous donner un survol de la recommandation. Je crois que vous la connaissez tous, mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques points clés. Alors, la recommandation concernant le paysage urbain historique a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 2011. Il s'agit d'un texte non contraignant adopté de manière volontaire et nous avons des pratiques et des techniques pour la préservation du paysage urbain et cela dans le cadre de développement urbain en fonction du contexte culturel et autres. Et cette recommandation s'applique aux villes historiques, non seulement celles de la liste du patrimoine mondial, mais toutes les villes historiques et leur patrimoine. L'approche est fondée sur le paysage pour identifier, observer et gérer ces zones historiques dans le contexte en tenant compte des interrelations entre les aspects physiques, naturels et des valeurs socio-culturelles. Alors, la recommandation, l'approche voit ces centres historiques
comme un élément intégral d'un contexte plus large, géographique, social, culturel et naturel. Et il faut voir ces zones urbaines historiques comme des couches, des strates d'histoire avec des relations spéciales entre le bâti, l'environnement naturel et les communautés urbaines. Alors, je voudrais vous signaler rapidement la méthodologie, je voudrais vous présenter cette méthodologie dite de Fukuoka, méthodologie développée lors de la réunion d'experts à Fukuoka en janvier 2020. Alors, il y a des résultats qui cherchent à identifier les attributs urbains et de trouver le cadre pour la gestion du patrimoine urbain. Ceci a été développé en exploitant l'approche précédente composée de 6 étapes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez voir tous ces détails sur le site web du patrimoine mondial. Rapidement, quelques activités que nous menons et nous aimerions que vous les suiviez, que vous puissiez participer. Nous avons plus de 300 villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Nous avons une feuille d'information mensuelle que nous avons lancée au mois de mai de l'année dernière. J'espère que vous êtes déjà abonné, que vous recevez cette feuille d'information. Sinon, rendez-vous sur le site du patrimoine mondial et vous pouvez voir le programme des villes historiques. Et vous avez cette feuille d'information en anglais, français et en espagnol et elle est publiée tous les mois. Nous avons également les dialogues. Vous avez la plateforme pour les gestionnaires et les collectivités locales afin de pouvoir avoir des échanges à travers leur région. Et nous avons le laboratoire des villes aussi. C'est une approche collaboratrice afin de trouver des solutions et de co-créer ces solutions afin de relever les défis de la gestion de ces villes du patrimoine mondial. Et enfin, je voudrais vous signaler cette plateforme Canopy où vous trouvez des stratégies, des pratiques innovatrices qui intègrent la conservation et le développement durable. Vous y verrez des études de cas et des exemples pratiques. Alors, vous voyez que le lien entre la recommandation et l'agenda 2030 est une relation très intéressante. Alors là, vous avez des études de cas faites par différentes collectivités locales, par des gestionnaires de sites et par d'autres parties prenantes, parfois par des ONG, et cela en collaboration avec les autorités municipales afin de voir quelles initiatives ont fonctionné et de les partager. Cela dit, je voudrais conclure cette introduction et souhaiter la bienvenue à notre président de séance, Monsieur Papa Abdoulaye, qui est le responsable mondial de développement urbain à la Banque islamique de développement. Alors, bonjour, cher monsieur. Alors, c'est à vous, Monsieur le Président, de présider la session. Et je voudrais également saluer notre rapporteur d'aujourd'hui. Et c'est un rôle très important, celui du rapporteur, parce qu'il s'agit de résumer et de présenter la synthèse de nos discussions. Nous avons Madame le professeur Ilmani Benani, directrice de l'école d'architecture de Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Alors, bonjour, soyez les bienvenus. Et c'est à vous maintenant, Monsieur Si. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cette introduction. Je crois que sans plus tarder, nous pouvons commencer la session. Nous avons 1h30. Nous avons 4 études de cas à passer en revue avant d'avoir des discussions interactives et une séance de questions et de réponses. Pour commencer, je voudrais signaler que les études de cas que nous allons voir servent d'illustration
ce ne sont pas des exemples de meilleures pratiques, de bonnes pratiques, parce que chaque étude de cas présente une situation spécifique et elles peuvent constituer la base de notre discussion. Alors, je vais commencer par mon étude sur un projet financé par la Banque de développement Banque islamique de développement à Bahreïn. D'abord, pour les paysages urbains historiques, je crois qu'on voit que la région arabe est le centre des villes les plus anciennes. Vous pouvez voir plusieurs grandes villes très historiques. Alors, nous avons des études qui datent du XIVe siècle. Alors, au XIVe siècle, nous avons vu que le niveau de civilisation peut être estimé en fonction de la taille de la croissance de ces villes et que c'est la conséquence inévitable du développement de la société humaine. Alors, il faut comprendre qu'il y a un lien entre la taille d'une ville et son organisation. Vous avez la taille de la ville et le niveau de sa civilisation et le niveau de son développement économique. Alors ici, pour vous donner le cas de cet exemple de Muharraq, c'était l'ancienne capitale de Bahreïn. C'est une ville-île qui conserve sa colonie urbaine authentique qui date jusque de l'ère Perling du début des années 1900. Alors, c'est censé être un point clé pour le tourisme et c'est un grand centre économique. Mais ce que nous avons vu récemment, c'est que la ville est caractérisée par des bâtiments peu entretenus, mal entretenus, bien que certains aient une grande valeur historique et on voit l'impact ailleurs. Alors, au XXe siècle, le ministère de la Culture, connu comme BACA, l'autorité BACA, a demandé le soutien de la Banque islamique de développement pour conserver le patrimoine de la ville. L'objectif principal, c'était d'améliorer la vie et la mobilité des résidents de la ville de Muharraq, tout en faisant la promotion du tourisme et l'amélioration de l'économie locale pour que la population locale y reste. Ici, vous avez quelques photos qui montrent le début vous voyez l'état de délabrement de certaines constructions là. En bas, vous voyez une passerelle piétonne qui permet aux résidents de traverser la ville. Ici, vous avez cette galerie où il y a des activités commerciales et vous avez des passages et des zones où les résidents peuvent circuler, peuvent s'asseoir, faire une petite promenade le soir. Quant aux défis clés, on peut les résumer de cette manière-là. Nous avons l'approbation, il faut s'assurer de l'approbation des propriétaires. Alors, le défi initial pour la mise en œuvre, c'était d'obtenir l'approbation des propriétaires afin que les bâtiments puissent être restaurés et rénovés selon les conditions du projet. Il s'agissait de sensibiliser la population locale. Il y avait un programme de sensibilisation et c'est essentiel au début du projet d'avoir vraiment le soutien des résidents locaux afin qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de la mise en œuvre ultérieurement. On a vu le défi aussi qui consistait à trouver des entrepreneurs expérimentés dans la conservation du patrimoine bâti historique.
Alors, nous avons eu des problèmes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Du point de vue de la banque, qu'avons-nous appris de ces projets pour la planification et pour la conservation de ces bâtiments historiques? Il faut voir, bien sûr, l'urbanisme au niveau macro, mais la communauté et l'économie locale doivent être traitées au niveau micro. C'est afin d'assurer l'intégration des interventions actuelles et futures pour le développement urbain. Et il faut voir la valeur qu'apportent ces initiatives aux communautés locales. Le secteur privé est important parce qu'il faut qu'il y ait une économie locale durable liée à ce développement. Il faut qu'il y ait des occasions pour le secteur privé, pour des investissements, pour des activités, et ces projets doivent être conçus dans le projet initial, au moment de la conception. À notre avis, il aurait été plus intéressant d'avoir toute la conception et toute l'architecture faite tout au début, mais nous avons eu quelques défis au niveau de la planification. Bon, le projet est toujours en cours, mais il a fallu plus de 7 ans pour certains éléments qui étaient en principe des éléments préliminaires. Quels sont les autres enseignements que nous avons tirés et quelles sont les recommandations? Bien sûr, il faut une coordination très solide. Il faut des dispositions qui réunissent les ministères, les administrations publiques et les agences et les autres parties prenantes afin d'avoir une mise en œuvre avec une bonne surveillance, les bonnes orientations, des réunions à intervalles réguliers. Et il faut qu'il y ait une coordination transversale, une façon d'étudier les défis. Bon, si vous n'avez pas un service d'achat et un service spécialisé de gestion financière, il y a un problème. Il faut bien sûr le soutien des institutions et il faut qu'il y ait l'autorité publique et les experts en finance qui supervisent le tout et qui gèrent d'éventuels retards. Quant à l'engagement de la population locale, il faut qu'il y ait cet engagement sous forme efficace pour toutes les phases du projet avec les parties prenantes principales et le secteur privé. Comme ça, la population locale s'approprie le projet et vous assurez de la durabilité du projet. Il faut bien sûr inclure un spécialiste en communication. Au début, on voulait que ce soit un projet phare et on avait omis le rôle de spécialiste en communication et nous avons vraiment eu un problème sans ce spécialiste parce qu'il faut qu'il y ait ce spécialiste de la communication pour l'engagement des différentes parties prenantes, pour la sensibilisation, pour passer des messages stratégiques, pour que les communications soient efficaces et qu'il y ait toutes les informations sur le projet et qu'on tienne compte des attentes des uns et des autres. Et comme je vous ai dit, le secteur privé est d'une importance primordiale. Il faut que ce soit une implication en vue d'un développement durable de l'économie locale. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous voulions dire au début. Et comme ça, on peut passer la parole aux intervenants au programme. Alors, la première étude de cas, c'est Strasbourg, Grand Isle et Neustadt, la prise en compte de la nature dans le plan de sauvegarde.
Le plan mise en valeur de Strasbourg. C'est la France qui présente cette étude de cas. Vous avez la parole. Oui, bonjour, je suis Cathy Muller, je suis responsable de la procédure de révision et extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Strasbourg. Donc, Strasbourg, c'est 284 000 habitants, 500 000 habitants pour l'Eurométropole de Strasbourg, qui est l'intercommunalité qui gère ce territoire-là. On a une densité assez forte, notamment au centre-ville de Strasbourg. La ville a une superficie de 78 km², pardon. C'est une ville frontalière qui est positionnée sur le Rhin, donc à la frontière avec l'Allemagne. Et c'est l'une des 3 capitales de l'Europe avec Luxembourg et Bruxelles. Elle a le siège du Parlement européen, du Conseil de l'Europe et d'autres institutions européennes. Donc, Strasbourg, Grande Île et Neustadt, c'est une inscription qui repose sur 3 principaux critères. Le critère 1 qui est représenté un chef-d'œuvre du génie créateur humain, notamment par la cathédrale de Strasbourg. Le critère 2, témoigner d'un échange d'influences considérables françaises et allemandes. Un critère 4 qui est offrir un exemple éminent d'ensemble. Donc, l'inscription initiale qui était que sur la Grande Île date de 1888 et en 2017, il y a une extension sur la Neustadt, la partie orange que vous voyez sur la petite carte. Et le plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est un document réglementaire qui assure la protection du bien UNESCO. Celui-là, il a été créé en 1974 et est rentré en vigueur en 1985. Son extension aujourd'hui à la Neustadt. Excusez-moi, madame. Oui. Je suis désolée, mais si possible, pour vous placer le micro plus proche. OK. Est-ce que Vous c'est mieux comme ça? parlez, oui, parce que on n'entend pas bien. D'accord. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. Merci. OK, je vais le tenir du coup. Je disais que du coup, le document réglementaire qui protège le bien UNESCO est actuellement en cours d'étude pour l'étendre sur le territoire de la Neustadt, dont le bien UNESCO a fait l'extension en 2017. Quelles sont aujourd'hui les difficultés et les opportunités de ce territoire qui est inscrit au bien UNESCO? C'est que la Grande Île de Strasbourg déjà constitue un ensemble urbain patrimonial remarquable qui est caractérisé par l'architecture rhénane, qui est aussi le témoin des influences croisées entre la France et l'Allemagne depuis la période médiévale jusqu'au XXe siècle. Plusieurs défis sont à relever. Le premier, c'est un centre ancien qui est soumis à une très forte surfréquentation touristique qui risque de dégrader les qualités de vie des habitants. C'est un ensemble urbain très minéral où la présence du végétal est assez faible et la prise en compte du coût de la nature dans les documents réglementaires comme le PSMB doit permettre d'améliorer le cadre de vie et de redonner également une cohérence des espaces publics. Alors, un petit point sur ce qu'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc, c'est un document d'urbanisme réglementaire qui protège le patrimoine exceptionnel du site et englobe ainsi le périmètre du bien UNESCO. C'est un site de plus de 200 hectares qui vise à valoriser la qualité urbaine du centre-ville, la conservation du patrimoine, le développement et l'attractivité culturelle, mais également économique, et puis la gestion des risques, que ce soit inondations, incendies, etc. Alors, comment on procède? On procède en protégeant les espaces publics, en protégeant le bâti remarquable, extérieur et intérieur, et en protégeant le patrimoine naturel, au même titre que le patrimoine bâti. Un petit point sur le calendrier. L'étude a été lancée en 2001 suite à un avis favorable de la Commission nationale de mise en œuvre du document réglementaire en 2022. Il y a plusieurs partenaires en charge de l'étude. Donc, il y a un bureau d'études qui a été mandaté avec plusieurs spécialistes, architectes, historiens, paysagistes, urbanistes, sociologues. Il y a l'Agence de développement d'urbanisme de l'agglomération de Strasbourg. Et puis, les 2 financeurs, c'est l'État avec la Direction régionale des affaires culturelles et la ville métropole de Strasbourg.
Donc, du coup, dans ce document d'urbanisme réglementaire, on essaye de prendre en compte au maximum la nature qui est présente et qui est à ce titre également patrimoniale dans ce secteur-là. Donc, on a différents outils, un règlement écrit, un règlement graphique, et également des orientations d'aménagement et de programmation, qu'elles soient sur un thème. Donc, il y aura un thème sur la nature en ville, mais également sectoriel sur des parties du document. Alors, pourquoi cette prise en compte? C'est-à-dire que pour protéger et conserver le patrimoine végétal, il faut déjà l'avoir identifié et il est traité aujourd'hui dans ce document d'urbanisme réglementaire au même titre que le patrimoine bâti. Alors, qu'est-ce qu'on protège? Alors, par exemple, les parcs et jardins. Donc, on va protéger la composition, la géométrie, le tracé du jardin, mais également les essences, la diversité des strates arborées, que ce soit herbacées, arbusives ou arborées, l'échelle, le port et la gestion des plantations, la topographie des sols également pris en compte, et puis tout ce qui est fontainerie ou les statues, les ornements. Les paysages de l'eau, les quais hauts et les quais bas, puisqu'on a cette particularité, en fait, on le voit bien sur la photo en bas à droite, d'avoir des quais bas à niveau de l'eau et des quais au-dessus. Donc, la gestion de ce patrimoine arboré des quais hauts et des quais bas est réalisée en fonction des séquences paysagères qui les caractérisent et du coup, le document d'urbanisme reprend ces caractéristiques et les protège. Les structures végétales historiques sont également protégées. La partie de la Neustadt, donc de l'époque allemande, a cette particularité d'avoir des jardins de vent, comme on peut le voir sur les deux photos en haut. Donc, ces jardins de vent, qui sont vraiment une caractéristique de ce tissu urbain, sont également préservés et doivent être aménagés en jardin. Les murs de clôture, les portails des jardins sont également protégés comme tout élément de décor. Les jardins de devant, du coup, sont inconstructibles. Les arbres et les alignements d'arbres qui sont dans ces jardins sont également protégés ou sur l'espace public ou sur d'autres espaces. Donc là, il y a la trame générale de la plantation qui est préservée, les axes d'alignement, mais également les essences et les grandeurs. Dans les orientations d'aménagement et de programmation, on préserve également des paysages. Ici, on peut voir l'orientation sur l'axe impérial, où on va conserver la structure végétale et urbaine et permettre un projet urbain en lien avec le patrimoine végétal et bâti. Donc, les trois objectifs du PSMV concernant la nature, c'est préserver le patrimoine naturel qui structure le paysage urbain du PSMV, donc du secteur, diversifier les formes de nature en ville au service de la santé des habitants et renforcer la nature en ville comme un support de maillage écologique bouclier face au réchauffement climatique. Et tout ça, ça se fait par une connaissance très fine du territoire. Pour finir, on vous avait mis que la nature en ville et le développement durable, c'est conserver le patrimoine en œuvrant dans le sens du développement durable, offrir des espaces verts et un cadre de vie agréable au centre-ville pour favoriser son attractivité, offrir des îlots de fraîcheur dans une ville dense, c'est aussi œuvrer contre le réchauffement climatique. Et tout comme le patrimoine bâti et culturel, le patrimoine végétal fait partie de notre héritage à léguer aux générations futures. Merci infiniment, Madame Cathy Müller, pour cette excellente présentation. Je pense que nous avons noté Strasbourg, une ville frontalière, Strasbourg, une ville qui est capitale de l'Europe aussi, Strasbourg, une ville médiévale, si je ne me trompe pas. Donc, le souci de développer l'ensemble végétal pour vraiment mieux tenir en compte l'aspect environnemental dans ce plan d'aménagement. Merci infiniment pour cette présentation. Je pense que nous allons. We are going to move now to the next presentation. Nous allons passer à la prochaine présentation. Nous allons avoir une présentation sur le site archéologique de Carthage en Tunisie, gestion intégrée de la site de Carthage. Vous avez la parole.
Je pense que nous avons un problème de connexion avec nos collègues de Carthage. Nous pouvons donc passer à la prochaine étude de cas pour savoir s'ils arrivent à résoudre le problème. Nous allons passer donc à la présentation sur l'Égypte, revitalisation de Souk al-Sila centré sur la communauté. Donc, vous avez la parole pour faire cette présentation sur le Caire historique. Merci, je suis Ala Al-Abachi et je vais faire une présentation sur la revitalisation de Souk al-Sila. Alors, le Caire, comme vous le savez, est placé le long du Nil, position stratégique. C'est au début donc du delta du Nil que vous voyez cette ville et vous voyez effectivement la végétation et vous avez la ville du Caire. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que nous pouvons demander aux collègues? Je pensais qu'une personne me parlait. Alors, vous avez la densité, la population. Alors, il y a l'est du Nil, mais également à l'ouest, vous avez une autre ville qui est aussi grande. Alors, donc, c'est en 1979, sous les critères 1, 5 et 6, que le site a été inscrit en 1979. C'est une association de patrimoine matériel et immatériel. Depuis cette inscription, l'interprète entend très mal l'orateur. Alors, nous avons eu des rapports de conservation soumis par l'UNESCO, mais il y a également eu des préoccupations concernant l'infrastructure et la modification de la démographie de la population locale et l'élévation de la nappe phréatique et je dois dire que les frontières n'ont pas été bien identifiées. Une famille intéressée dans le patrimoine a décidé d'acheter une maison historique appelée Beit Yakan pour garder le lien avec le propriétaire précédent. La maison était en partie effondrée. Nous avons réussi à la conserver et ce sont des questions techniques de conservation qui comptent, mais il faut également redonner vie au patrimoine tel que cette maison familiale, plutôt que d'avoir des bâtiments qui sont détériorés, délapidés, qui étaient utilisés comme abattoirs. Nous l'avons restauré et nous avons également établi un programme de sensibilisation de la communauté. Nous avons ouvert la porte aux membres de la communauté pour que
le rez-de-chaussée soit utilisé comme espace ouvert. Ce projet de revitalisation de la ville commerciale, ce qui est un quartier dans le quartier historique de Dar al-Amar, a permis la reconnexion avec la communauté locale dans le cadre de ce programme. Cela a démarré en 2016. Des institutions, des responsables gouvernementaux, le gouvernorat, le ministère de la Culture, et aussi bien que le ministère de la Culture ont participé, et c'est par le biais de la fondation Toyota que le financement a été obtenu de 2016 à 2018 jusqu'à ce que nous, en tant que famille, nous ayons mis sur pied un fonds. C'est un fonds alimenté par des personnes de la communauté et des personnes qui sont satisfaits du résultat de notre travail. Le quartier lui-même fait partie du site du patrimoine mondial, et le quartier a subi des modifications sociales, culturelles dues au déplacement de la population vers la ville, et également en raison de la densification de cette zone. Donc, nous avons prévu des interventions pour un développement durable, et nous voulions que cette conservation soit dynamique. Nous protégeons le patrimoine et des objectifs ont été fixés. D'abord, la sensibilisation de la communauté, pas seulement pour autonomiser les femmes, mais également les artisans qui étaient plutôt des charpentiers et des personnes dans le métier du bois. Nous avons créé un centre également au rez-de-chaussée dans la cour pour faciliter ces activités dans la communauté et ouvrir la porte de la cour à la communauté qui l'utilise au quotidien. Nous avons mis l'accent également pour avoir une ville historique du Caire qui produit son énergie. Donc, nous avons une production d'à peu près 16 kilowatts qui nous permet d'alimenter la consommation de la maison. Les bâtiments historiques, comme vous le savez, ont des toitures qui sont assez grandes, et nous espérons utiliser les panneaux photovoltaïques pour avoir la ville zéro énergie. Nous avons un partenariat avec des institutions locales, des institutions gouvernementales, des organisations à but non lucratif, la Japan Foundation, l'ambassade du Japon en Égypte également, et la fondation Obayashi, entre autres. De ce fait, la rue commerciale Souk Al-Sila a été redynamisée. De nouvelles opportunités ont été offertes aux artisans locaux, et il y a une reconnexion de la communauté avec le patrimoine matériel et immatériel local. Et les artisans sont également sensibilisés
au patrimoine pour en connaître le sens. Alors, le projet a contribué à la mise en œuvre du PUH. Nous essayons d'avoir des outils financiers par le microcrédit pour promouvoir l'économie locale par le biais des artisans locaux. Nous avons également des responsables gouvernementaux, le gouvernorat qui nous permet de mettre sur place des systèmes de planification pour cette zone. Je vous remercie et le co-auteur, co-partenaire, c'est le docteur Riam Aram du gouvernorat du Caire. Merci, Monsieur Ala Al-Abachi, pour cette présentation, l'étude de cas sur le Caire. Il y a des liens également, l'étude présentée à Bahreïn. C'est une bonne initiative de faire participer le secteur privé. Les partenaires locaux également sont importants pour assurer la pérennité et la conservation et la promotion du développement économique local. Sensibiliser les communautés locales également est importante. Je crois que nos collègues de la Tunisie sont présents et c'est Monsieur Mouride Hamid qui va nous faire la présentation sur Carthage. Sont-ils prêts? Et nous avons déjà des questions qui sont posées et nous allons essayer de les prendre en compte pendant la séance questions-réponses. N'hésitez pas, vous pouvez inscrire vos questions dans l'encadré discussion. Merci pour votre présentation. Bonjour. Hello, you hear me? Good afternoon, can you hear me? On vous entend très bien, allez-y. Je peux commencer? Allez-y, vous pouvez commencer, allez-y. Bon, je vous entends très mal, mais il n'y a pas de problème, je vais commencer. Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du cas du site archéologique de Carthage, qui est un site patrimoine mondial. Si vous voulez, si vous pouvez revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. La diapo précédente, s'il vous plaît. La première. The first slide, please. Okay, thank you very much. Comme vous voyez, en fait, le site archéologique de Carthage est un site archéologique urbain dont les structures apparentes et souterraines en fait couvrent presque la totalité de la ville, dont, comme vous voyez ici, une grande partie a été protégée depuis 1985 par un décret qui protège toute une zone archéologique dont il y a des monuments apparents et d'autres qui sont souterrains. Le reste, il y a une zone de protection de 200 mètres. Donc, si on tient compte de la zone archéologique avec les 200 mètres de protection qui sont tout autour des monuments dispersés dans la ville, comme vous voyez dans la photo à droite, vous voyez que le site il couvre pratiquement toute la ville de Carthage. C'est pour ça que j'ai appelé mon intervention la cité-site de Carthage. La diapo suivante, s'il vous plaît. Next, please. Next, please. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Thank you. En fait, Carthage est située à 15 km de la capitale. La superficie de la commune est de 640 hectares, dont 407 représentent la zone archéologique classée non aedificandi, qui est dite zone jaune depuis 1985.
Le centre de la zone archéologique se trouve sur la colline de Birsa, dominant le golfe du Tunis et la plaine environnante. Le site fait partie des premiers biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 1979. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous voyez à droite, il y a les monuments qui sont dispersés dans la ville. En fait, le plus grand problème du site aujourd'hui, c'est cette dispersion des monuments dans la ville. Le site fut abandonné au 7e siècle au profit de la ville de Tunis. Le phénomène d'urbanisation a commencé à la fin du 19e siècle pour s'accroître jusqu'à la transformation des composantes archéologiques en 150 de sites à peu près en lambeaux archéologiques dispersés dans la ville moderne. Selon l'article 2 de la recommandation du paysage urbain historique de 2011, une urbanisation rapide et mal maîtrisée peut souvent entraîner une fragmentation sociale et spatiale. À travers la méthode SWOT, nous avons dégagé les atouts, les faiblesses, les menaces et les opportunités du site. Pour les atouts, en dehors de sa valeur historique et archéologique, le site dispose également d'un cadre géographique et naturel exceptionnel. La mer, les falaises, la vue panoramique depuis la colline de Birsa ou de l'église Saint-Cyprien et le promontoire du village historique et touristique de Sidi Boussaïd. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Opportunité. Le Code du patrimoine, en fait, le site, il bénéficie d'une protection législative importante. Dans le Code du patrimoine depuis 1994, aussi la proximité du siège de la présidence de la République, de l'aéroport de Carthage, des universités et d'une société, surtout d'une société civile engagée. Comme vous voyez à droite, l'une des manifestations qui a été organisée par la société civile pour défendre, pour protéger le site archéologique de Carthage et surtout pour publier son plan de protection et de mise en valeur qui est en attente de publication et de promulgation depuis une trentaine d'années, depuis que le Code du patrimoine a décidé que les sites archéologiques soient protégés par un PPNV, un plan de protection. Les faiblesses, donc, comme on a dit, l'absence d'un plan de protection, un PPNV, pour le site de Carthage, une législation lacunaire par rapport à l'archéologie urbaine. Donc, l'archéologie urbaine ne bénéficie pas d'une législation spécifique. Les fouilles préventives, par exemple, selon les articles 41, 44 et 62, 67 du Code du patrimoine, évoquent la fouille archéologique d'une manière générale. Or, l'UNESCO a déjà recommandé l'actualisation de la législation de la législation tunisienne en incluant, par exemple, la notion de fouille préventive. Par rapport aux menaces, l'urbanisme non contrôlé et l'instabilité politique et socio-économique fortement fragilisée par la pandémie Covid-19, donc des conditions difficiles depuis 2011, puis 2011, et qui sont fragilisées par la Covid-19. La recommandation de 2011 tient compte des impératifs qui guident les pratiques, les politiques, permettant ainsi aux décideurs et aux gestionnaires d'aborder de façon plus efficace les nouveaux défis. Cette approche soutient les communautés dans leur effort de développement et d'adaptation. L'archéologie est de valeur sociétale. Or, en raison des lois de protection perçues par la population locale comme draconiennes et descendantes, on assiste à une certaine tension aujourd'hui entre le site et les riverains. Aussi, l'absence d'une articulation claire entre les monuments et les autres éléments de la structure urbaine. Les monuments se présentent comme un archipel archéologique, sorte de corps étranger dans la ville. Aussi, il y a le problème des constructions illégales qui s'accroît depuis surtout 2011, notamment dans la zone du cirque de la Malga et ailleurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à peu près à droite, vous avez une idée sur la croissance urbaine à l'intérieur du site. Face à ces infractions et vu l'atmosphère socio-économique de la pré-révolution, les décisions de démolir ne suffisent pas. La prévention reste donc le moyen adéquat. Ajoutons à cela le problème foncier. Les terrains archéologiques sont aujourd'hui une propriété privée, ce qui accentue la spéculation foncière et rend de plus en plus difficile leur achat de la part de l'État. Donc, la zone archéologique est protégée, mais il reste à régler le problème foncier. L'absence d'une approche globale, notre problème, l'absence d'une approche globale pour toute la commune dans le cadre d'un projet de territoire articulé autour de la conservation intégrée. Le résultat, une sorte de blocage et inertie dans la gestion des problèmes liés à l'urbanisme en rapport avec le site. Or, dans la non-publication du PPNV. Or, la recommandation concernant le paysage urbain historique de 2011 apporte les remèdes à cette situation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est la zone du cirque entourée par des constructions urbaines. Nous avons donc pris l'initiative avec des représentants de la société civile, des responsables locaux et d'experts, de créer un groupe de réflexion ouvert à Open Think Tank
pour la promotion et la mise en œuvre de la recommandation de 2011 sur le paysage urbain historique pour l'appliquer sur le cas de Carthage. Les objectifs, c'est une unité qui a comme objectif de sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de cette approche pour le site et pour la ville. Le tissu urbain démontre une grande dynamique, l'archéologie doit s'adapter et s'intégrer sans perdre de son intégrité. Le patrimoine urbain ne peut être une composante statique, mais une valeur vivante. C'est ce qu'a souligné également le dernier rapport de l'ECOMOS 2019. Considérer le site, qui a dit, considérer le site archéologique, il faut considérer le site de Carthage comme une composante du paysage urbain et gérer de manière holistique, c'est-à-dire globale. Faire du paysage urbain historique, naturel et culturel de Carthage un moteur de développement futur de la ville. Aussi réussir la transition d'une optique unilatérale vers une vision qui promeut la stratification historique et l'équilibre des valeurs culturelles et naturelles. C'est bien de conserver le patrimoine, mais c'est mieux encore d'intégrer et inscrire les stratégies de conservation du patrimoine urbain dans le cadre des objectifs plus larges du développement durable et global. Œuvrer pour la promulgation du PPM qui réglemente les différentes servitudes du site culturel Carthage Sidi Bou Saïd et propose l'installation de projets sportifs et socioculturels sur les terrains nus afin d'éviter les constructions sauvages. Aussi intégrer les concepts et les pratiques de l'approche PUH dans les processus de révision du plan d'aménagement urbain de Carthage. Associer les habitants à la promotion et à la diffusion des concepts du PUH, notamment en tirant parti des nouvelles technologies et techniques. Suivante, s'il vous plaît. La démarche évaluation concertée des politiques de conservation du patrimoine sous la loupe de la recommandation PUH. Nous avons mis en place un programme d'évaluation, d'abord, constat d'état, de cartographie, dans une démarche participative avec tous les acteurs, une sorte de mapping participatif du PUH carthaginois, stratification qui se base sur une stratification géologique naturelle, littorale, collines, plaines, etc., puis historique et archéologique des civilisations, et enfin la ville moderne avec son tissu économique et urbain centré sur l'humain, ce qui crée une osmose entre l'ancien et le moderne. Quatrièmement, mise en place d'une stratégie de communication, notamment par l'intégration des médias. Cinquièmement, les résultats de cette démarche seront publiés et actualisés sur un site web dédié à la cité-site de Carthage ainsi que sur la page web de la commune. Le programme, vous le voyez, selon 6 semestres, basé sur évaluation, puis communication des résultats et essayer de dialoguer avec les acteurs principaux pour former cette unité de réflexion afin de trouver des solutions pour cette approche de conservation intégrée. L'approche de la recommandation PH est fondamentalement inclusive. La participation des ONG et des citoyens au projet. Nous allons vous demander de pouvoir conclure dans quelques minutes. Je vous entends très. Merci. Je vous entends. Bon, je finis alors. Bon, en gros, c'est ça la démarche. Cette démarche pourrait ouvrir le site à l'autoprotection dans un processus d'interaction et d'ouverture sur son entourage, fondé sur la force des projets d'amélioration du cadre de vie pour les citoyens. Cette démarche pourrait mettre en œuvre le projet du parc culturel de Carthage, ce qui aura un impact social et économique positif sur la population locale, en créant des emplois directs et indirects. Selon l'article 3 de la PUH, le patrimoine urbain constitue une ressource essentielle pour la conservation intégrée du patrimoine et je vous remercie. Merci infiniment, M. Mohamed Mohid Ani. Merci infiniment. Vous avez eu une présentation très détaillée avec une analyse vraiment très pointue qui tient compte des faiblesses et aussi des opportunités en vue d'avoir une approche globale pour une gestion intégrée du patrimoine bâti. Je pense que la présentation a été très détaillée, très fouillée et ça, c'est tout à votre honneur. Alors, dear colleagues, we are going to open now Chers collègues, nous allons ouvrir la session questions-réponses. Je vois que nous avons déjà reçu quelques questions par le forum chat et je vois qu'il y a une question au sujet de Bahreïn. Alors, Marie-Noël nous demande une question concernant la qualité des documents. Bon, le problème des documents, ce n'était pas forcément une question de qualité, mais la Banque islamique de développement a ses propres règles en matière de documents. Et pour le financement,
l'agence chargée de l'exécution doit respecter les règles financières du financier. Alors, il faut bien sûr la bonne gouvernance, la transparence, etc. Alors, vous avez l'agence exécutrice qui doit, dès le début, connaître les règles du bailleur de fonds ou de la source du financement et que tous les documents soient disponibles. La partie la plus dure du cycle, c'est pour les achats. Là, il faut vraiment suivre les orientations financières. Concernant la deuxième question, comment équilibrer les différents types d'investissements pour éviter soit la gentrification, soit un excès de tourisme. Alors, pour tous ces sites historiques, il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur le bâti. Il faut qu'il y ait des personnes à l'intérieur de ces bâtiments. Il faut que ce soit des immeubles résidentiels. Il faut qu'il y ait une croissance économique. Parce que si on participe au développement de l'économie locale, c'est un point positif. Mais lorsqu'on parle de ville, vous savez que l'aspect humain doit être au cœur de la ville. La dimension humaine est très importante et c'est dès la conception du projet que le responsable du projet doit tenir compte de l'apport des résidents, qu'ils fassent partie du projet et de la restauration. C'est pour cela que nous avons besoin de la bonne communication efficace, qu'il y ait une vraie participation de la population locale à tout le processus. Y a-t-il d'autres questions qui sont arrivées par écrit? Il y avait une question concernant Strasbourg. Je ne sais pas si ma collègue voudrait prendre la parole ou avons-nous déjà mis l'accent sur ce point. Il y a une question. Comment intégrer la population pour qu'elle s'approprie son patrimoine dans le cadre de Carthage? Vous pouvez essayer de répondre à cette question. Merci. D'accord, merci pour cette question. En fait, intégrer la population à travers 2 ou 3 points importants. D'abord, à travers la sensibilisation. Mais la sensibilisation ne peut pas passer sans attirer son attention à travers des projets, des vrais projets d'intégration, des projets économiques, socioculturels, des projets de médiation à l'intérieur du musée et du site pour attirer la sensibilité des gens vers leur patrimoine. Deuxièmement, régler le problème foncier qui existe aujourd'hui par rapport aux riverains du site, les propriétés que se trouvent dans la zone archéologique et aux alentours. Donc, trouver une solution au problème foncier, sensibiliser, créer des projets d'intégration socio-économique et culturelle et voilà, régler les problèmes par rapport au permis de bâtir, trouver une réglementation homogène et pour tous les cas et pour toutes les demandes. Et dernière chose, il faut une décision politique importante qui publie le PPMV, le plan de protection de mise en valeur du site archéologique de Carthage, qui englobe un ensemble de projets importants pour le site et pour la ville. Donc, la décision politique reste une chose très importante pour sauver le site et intégrer sa conservation dans un plan global de conservation et de mise en valeur. Merci infiniment, Mr. Hani, for this clarification. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Hadi, de cette explication. Je crois qu'il y avait une question concernant... Non, c'est Gabriel qui a posé une question. Ou y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser une question ou soulever des points liés aux présentations des 4 villes ou suscités par les présentations des 4 villes? En fait, je remercie Madame le maire qui vient de poser une question sur le plan de protection
En fait, je viens de, par rapport à la question, je vous remercie. Par rapport à la question posée par Madame le maire de Carthage, qui est parmi nous, par rapport concernant le plan de protection de mise en valeur de Carthage, pourquoi n'est-il pas encore promulgué? En fait, ce plan de protection de mise en valeur devrait être promulgué depuis à peu près 30 ans, depuis la décision, puis le règlement du Code du patrimoine en 1994, qui a décidé que les sites culturels doivent avoir leur propre plan de protection de mise en valeur. Pourquoi? C'est à cause des problèmes que je viens de citer, le problème foncier, les problèmes des constructions, le problème de la délimitation du site, qui, à chaque fois, l'UNESCO rappelle et demande une délimitation claire du bien. Et en dernier lieu, en premier et dernier lieu, reste une décision politique de la promulgation de ce plan de protection de mise en valeur. Merci, merci, M. Hani, encore une fois pour cette clarification. Merci. I'm trying to see if there are further questions. Je cherche d'autres questions. Y en a-t-il d'autres? Gabriel Caballero a posé la question qui était déjà traitée par la collègue de Strasbourg, mais si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main, soit écrire la question et l'envoyer par le forum chat. Qui souhaiterait prendre la parole? Avez-vous des questions ou des demandes de clarification? Nous avons vu Strasbourg, nous avons vu Carthage en Tunisie, nous avons vu le Caire en Égypte. Avez-vous des questions ou des demandes d'explication? Il nous reste un petit peu de temps. Je ne vois pas de questions. Pourrions-nous essayer de faire le sondage interactif que nous avions prévu, ce qui pourrait susciter d'autres questions au sujet de discussion, si vous voulez bien, monsieur Si? Oui, absolument. Alors, je voudrais demander à ma collègue Alba d'organiser ou de mettre en marche ce sondage interactif qui aura besoin de la participation de tous. Bonjour à tous, nous avons ce sondage interactif pour évaluer l'ambiance et les discussions. Alors, rendez-vous sur ce site web que vous voyez à l'écran, slido.com, et une fois que vous aurez accès à la page web, vous verrez une case qui demande l'intitulé du sondage. Vous écrirez hashtag HUL2 et vous verrez les questions que vous voyez en ce moment. Alors, je vais lire ces questions et vos réponses qui seront bien sûr anonymes seront affichées à l'écran et nous verrons vos impressions. Je vais vous donner quelques instants pour vous inscrire sur le site slido.com ou pour vous connecter plutôt sur ce site. Et voici la première question. Quels sont vos principaux enseignements ou quels sont les principaux enseignements tirés des présentations et des études de cas que nous avons vues aujourd'hui? Nous avons déjà une réponse. On dit que l'implication du secteur privé est d'une importance primordiale. Ensuite, on note l'importance de l'intégration du secteur privé dans tout le processus du PUH. Oui, encore une fois, pour le secteur privé et des objectifs durables, la participation de la population locale et le lien entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. On voit les bénéfices économiques aux résidents en zone urbaine. On voit qu'on crée des synergies entre les différentes parties prenantes dans les villes historiques. On voit l'importance de la coopération des résidents.
intégrer la durabilité et le tourisme au développement des villes. L'intégration de la nature en communauté pour valoriser le patrimoine urbain, role of culture in sustainable development. Et le rôle de la culture dans le développement durable. Je ne sais pas si vous avez d'autres réflexions à ce sujet, sinon je passe à la question suivante. La deuxième question, d'après votre expérience et après avoir vu les présentations d'aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés pour la mise en œuvre de cette approche fondée sur le patrimoine urbain historique? On voit la coordination entre les partenaires ou entre les parties prenantes. Alors, nous allons noter les mots-clés. C'est là où nous allons voir nos points de convergence. Vous avez la coopération entre les parties prenantes. Il faut voir des villes en croissance, la qualité de vie, la sensibilisation, la participation et l'implication de toutes les parties prenantes. Allier patrimoine bâti et naturel, support from local government. Soutien des collectivités locales, le tourisme. Voilà un scénario très intéressant. Nous passons à la troisième et à la dernière question. Quelles sont les principales opportunités dans la mise en œuvre du paysage urbain historique? Une meilleure qualité de vie. Des villes durables avec une qualité de vie agréable, fait revivre les villes patrimoniales, réglementer l'urbanisation et le développement urbain. Le PUH constitue un levier pour créer le dialogue et pour penser autrement. Promouvoir l'apprentissage. Alors, la réussite à long terme de la sauvegarde des villes. Très bien, nous avons constaté des idées très intéressantes. Alors, je vais vous redonner la parole à vous et à notre président de séance et nous pourrons poursuivre la discussion. Merci beaucoup, Alba. C'est à vous, monsieur, en tant que président de séance, et je crois qu'il y a des questions. Nous avons une diversité de questions, ce qui nous montre, comme on a vu au début, que chaque étude de cas est différente car elle concerne un site spécifique. Chacun voit ses propres défis en fonction de son expérience. Alors, notre collègue Gabriel demande la parole. Vous avez la parole, Gabriel. Merci. Je voudrais remercier Cathy d'avoir partagé ses idées sur la nature des villes, parce que c'est souvent un point omis dans les discussions au sujet du PUH. L'idée que la nature fasse partie de la croissance d'une ville, c'est intéressant. On a parlé du patrimoine végétal ou naturel. Ici, en Asie, c'est un aspect beaucoup plus important. Nous accordons beaucoup d'importance à ces biens naturels qui ont une vraie valeur patrimoniale et j'espère que nous verrons plus de patrimoine naturel dans les études de cas à l'avenir.
Merci, merci Gabriel. Je crois que dans l'étude de cas de Strasbourg, nous avons vraiment mis l'accent sur les deux aspects, le patrimoine naturel, le patrimoine végétal et le patrimoine bâti. On a vraiment mis l'accent sur cet aspect dans la présentation sur Strasbourg. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit écrire votre message dans le forum chat. Il nous reste 2 minutes avant de passer au résumé du rapporteur. Alors, sinon, on pourrait donner la parole tout de suite à notre rapporteur si nous n'avons pas d'autres questions. Je crois qu'il y a un commentaire de Monsieur Winkuma de Hyderabad qui voudrait peut-être prendre la parole. Monsieur Vedakumar. Monsieur Vedakumar, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui. Oui, nous vous entendons. Nous vous entendons. Nous avons vu vos commentaires par écrit, mais est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour expliquer ce que vous avez noté là, ou est-ce que vous avez une question spécifique à poser? Bon, de toute façon, je crois que nous avons noté vos commentaires par écrit parce qu'il semblerait qu'il y ait un problème de communication. Gabriel dit quels sont les défis principaux dans les États arabes. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'études de cas sur la mise en œuvre du PEH dans la région arabe? Peut-être que notre collègue du Caire pourrait répondre à cette question. Alabashi, est-ce que vous êtes toujours là? Pourriez-vous répondre à cette question? Il y a cette question concernant les défis principaux auxquels les États arabes sont confrontés. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'études de cas dans les États arabes? Pourriez-vous nous donner quelques idées là? Oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur le cas de Bahreïn que vous venez de présenter à Muharraq, et j'ai également participé à l'étude du Caire. Nous avons pu utiliser les outils du PEH dans le quartier que vous avez vu. Nous l'avons fait la semaine dernière. Je crois qu'il n'y a pas de défi spécifique aux États arabes. À Bahreïn, pour le cas que nous avons étudié là, on voit que les collectivités locales peuvent collaborer avec la population locale, bien que cette population soit loin du site historique. Parce qu'on a une nouvelle économie qui a développé après, et la population locale est loin du site patrimonial. Alors qu'au Caire, nous avons la société civile qui accepterait volontiers d'accepter cette approche du paysage urbain historique. Cela dit, le gouvernement n'est pas vraiment à mesure de comprendre cette approche et ne sait pas comment faire participer la population locale et ni fournir les outils nécessaires pour une telle approche. Nous n'avons pas de typologie spécifique
aux États arabes. À mon avis, tout est en fonction du cas en question et il s'agit de différentes situations dans différentes villes. Oui, oui, je comprends très bien, je comprends. Et je crois que le financement aussi est un point qu'il ne faut pas oublier. Nous avons vu dans vos études de cas que vous aviez des partenaires locaux, alors que ça c'était pour le Caire, mais pour Bahreïn, c'était le gouvernement qui finançait le projet. Mais lorsqu'on parle de ce renouveau urbain de ces villes historiques, le financement est très important. Ce sont des projets à long cours et il faut d'énormes ressources humaines et financières. Il faut des connaissances, des personnes expérimentées en restauration et également des experts en achat et d'autres activités aussi. Alors, cette question de l'expérience expliquerait peut-être le petit nombre de cas dans les pays arabes. Peut-être que l'UNESCO pourrait nous aider à trouver une solution afin de pouvoir sensibiliser les populations, les gouvernements, afin qu'il y ait cette approche adoptée dans nos villes. Je crois que nous pourrions le faire. Il faut coopérer avec les gouvernements afin qu'il y ait plus de projets comme ça dans la région. Si je peux me le permettre. Oui, à Bahreïn, comme j'ai dit, c'était le gouvernement qui était responsable du financement et un plan de développement. Et c'est le gouvernement qui finance tous ces projets magnifiques dans la ville de Muharraq. Et là, le budget était bien prévu, bien organisé. Et c'était une vraie incitation au développement de la ville. En revanche, au Caire, si je parle des questions financières, nous n'avons pas de plan général et il n'y a pas le financement adapté, adéquat. Et bien sûr, il y a un périmètre beaucoup plus vaste des différents sites du patrimoine mondial. Là. Je partage votre avis et c'est ce que notre collègue Ali disait. Il a parlé d'avoir une approche intégrée. Si on laisse tout entre les mains des autorités locales, eh bien, le renouvellement va se faire au cas par cas, région par région, alors que lorsque cela provient du gouvernement central, l'approche est plus intégrée. Nous avons un commentaire ici de notre collègue Georges Habib qui dit que l'une des raisons du manque d'intérêt au paysage urbain historique dans les États arabes, c'est que les modèles de réussite à suivre sont considérés comme Dubaï, etc. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres remarques? Un autre commentaire, Marie-Noël. Il faut travailler, je suis d'accord sur le financement et il faut également travailler sur les dossiers projets, les termes de référence et il faut également parler du financement des personnes qui sont dans le projet. Alors, évidemment, il est très difficile de revenir en arrière pour apporter des réaménagements. Il faut que dès la conception, tout soit bien réfléchi dès le début pour tenir compte de tous les aspects qui sont
nécessaires et qui sont mentionnés ici. Je vais vous demander, M. Hani, de prendre le floor et de poser votre question. Vous avez une question ici de notre collègue Moïd Hani. Vous pouvez poser la question directement. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, c'est par rapport à l'accompagnement que l'UNESCO peut fournir sur une demande d'un pays membre pour accompagner les efforts ou l'initiative qui est dans un pays membre pour appliquer la PEH de 2011. Est-ce que l'UNESCO peut fournir un accompagnement pour les initiatives d'application des PEH au sein des pays membres? Merci. Yoti, is it a question you can answer to? Or we take note of that. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Est-ce que vous entendez? Je demande si Yoti peut répondre à cette question ou nos collègues de l'UNESCO peuvent prendre note de cette question et ensuite donner une réponse à notre collègue de la Tunisie. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je n'ai pas entendu la question parce que j'étais en train de faire autre chose. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Oui, d'accord, je vais la répéter, merci. En fait, je parle de l'accompagnement de l'UNESCO. Est-ce qu'il y a la possibilité que l'UNESCO offre un service d'accompagnement à l'un des pays membres qui souhaite appliquer la PEHU, le PEH dans son pays? Accompagner une initiative d'application de PEH dans un pays membre. Est-ce que l'UNESCO peut offrir cette possibilité d'accompagnement? Thank you very much for... Merci beaucoup d'avoir répété votre question. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une assistance technique et nous serions heureux d'apporter cette assistance technique. Bien sûr, il faut discuter des aspects financiers d'une telle intervention parce que l'UNESCO ne dispose pas des financements. Mais pour ce qui est de l'assistance technique, nous serions heureux de la fournir. Je peux ajouter que nous, à la Banque islamique de développement, nous travaillons avec UN Habitat parce qu'ils ont des ressources, une bonne couverture sur le terrain dans les pays arabes et ils ont des propositions de projets qu'ils aimeraient développer et travailler avec l'ONU Habitat permet de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être soutenues. Je pense que ce serait une bonne chose également de se mettre en rapport avec une organisation comme l'ONU Habitat sur le terrain pour voir comment est-ce qu'avec l'UNESCO, cette assistance technique peut être apportée. Lorsque vous avez un projet qui est bien ficelé, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec la Banque islamique de développement. Nous serions heureux de voir ce que nous pouvons faire. Nous sommes là pour les pays membres. Nous avons apporté des financements au Moyen-Orient, dans la région arabe. Souvent, nous ne recevons pas de demandes pour ce type de projet. C'est le gouvernement de Bahreïn, par exemple, qui nous a contactés pour ce projet. Alors, nous avons besoin d'une organisation qui est sur le terrain, qui a les compétences comme ONU Habitat, qui peut voir quelles sont les propositions de projets auxquelles nous pouvons apporter notre soutien. N'hésitez pas à vous mettre en rapport avec ce type d'organisation. Et cette plateforme organisée par l'UNESCO permet également de savoir qui peut faire quoi, qui peut apporter une assistance technique, etc. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais également ajouter que pour certains pays et pour certaines situations, nous apportons une aide financière internationale, le Fonds du patrimoine mondial également, sur la base de ces règles, peut apporter un financement. Certains pays sont soutenus par ce biais-là. Alors, il y a une
expertise et une connaissance technique dont l'UNESCO dispose sur les paysages urbains historiques. Et nous serions heureux de travailler avec la Banque islamique de développement, d'autres banques de développement, pour voir comment soutenir la mise en œuvre de cette recommandation dans les pays qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais saisir cette occasion, Monsieur Sy, pour vous remercier. Vous remercier de votre présidence tout à fait efficace de cette session. Merci aux orateurs pour leur présentation édifiante qui ont permis d'avoir cette discussion. Si vous me permettez, Monsieur Sy, je vais donner la parole à Madame Benani. Est-ce que vous avez de derniers commentaires avant que je ne passe la parole? Non, je pense que nous avons eu une session très intéressante. Merci pour vos aimables paroles. Eh bien, c'était une bonne opportunité de pouvoir travailler avec vous et j'espère qu'à l'avenir, nous allons pouvoir travailler également ensemble sur le terrain. Merci à vous également et à tous vos collègues. Merci. Nous nous réjouissons d'avoir de telles possibilités à l'avenir. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Madame Benani pour voir comment est-ce qu'elle a résumé tout ce qui a été dit. Je voudrais également rappeler que nous avons d'autres possibilités de résumer et je voudrais faire une petite demande. Je vais vous demander à tous d'activer vos caméras pendant 1 minute pour que nous puissions prendre une photo de groupe. Alors, je vous demande à tous d'activer vos caméras. Juste 1 minute pour que nous puissions prendre une photo de groupe. Très bien. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Benani. Bonjour, Madame. Bonjour. 200. Vous arrivez à m'entendre? Nous pouvons vous entendre, allez-y. Donc, vous êtes figé. Je pense qu'il faut peut-être désactiver les caméras. Madame Benani, nous ne pouvons plus vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous entendre, Madame Benani? Je pense que nous avons perdu notre rapporteur. Alors, vous avez également le mirror board qui est affiché. Madame Benani, est-ce que vous pouvez nous entendre? Alors, peut-être que vous pouvez juste présenter le mirror board en attendant, Madame Benani. Alors, vous pouvez voir à l'écran un tableau que nous avons élaboré grâce aux mots-clés qui sont apparus au moment de ces présentations. Nous les avons catégorisés. Désolée. Est-ce que je peux présenter le résumé? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes, ce rapport, il est relatif à la session qui a été, la session 5, qui a été inaugurée par Madame la directrice adjointe, Madame Giotti, du Centre Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Donc, dans le mot d'introduction a porté sur
un rappel sur les principes de la recommandation du paysage urbain historique, sur les activités du Centre du patrimoine mondial, programmes, laboratoires, approches collectives, etc., en faisant référence aux études des cas et de l'agenda 2030, et aussi sur les études de cas représentant des initiatives locales par et pour les communautés locales. La présentation des enjeux en question par le président de la session, M. Papa Abou Adoulaye, responsable mondial du développement urbain à la Banque islamique de développement. Donc, la présentation a porté sur la recommandation dans les villes arabes, le monde arabe. L'exemple de Bahreïn a été cité par le président de la séance dans les objectifs stabiliser la population, améliorer la mobilité et le contexte socio-économique pour améliorer également notamment les conditions de vie. Les défis clés qui sont l'adhésion de la population dans les projets menés, notamment la restauration ou la réhabilitation, et les points aussi cités, c'est trouver l'expertise, notamment des entreprises, l'exercice adéquat local. Les leçons retenues, c'est la planification urbaine d'un niveau macro et sur le plan local, l'implication secteur privé, la coordination solide et transversale, service d'achat et de financement qui a été aussi évoqué, l'implémentation solide, l'engagement de la population locale durant toutes les étapes du projet, plus les stratégies de communication en appelant des spécialistes avec l'implication du secteur privé. Donc, trois études de cas ont été abordées. Les trois études, il s'agit des biens inscrits du patrimoine mondial qui ont illustré des exemples d'implémentation, dont deux au monde arabe, le Caire en Égypte et Tunis en Tunisie, et un à Strasbourg en France. Donc, le premier cas présenté est celui de Strasbourg, Grande Île et Neustadt en France, qui porte sur la prise en compte de la nature dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg, présenté par Madame Muller. Après une brève présentation de l'ensemble du bien ensemble urbain, Strasbourg, Grande Île, Neustadt, le bien inscrit caractérisé par l'architecture rhénane influence croisée franco-germanique et qui se voit soumis à une surfréquentation touristique et de nature très minérale. L'objectif donc de l'initiative est de doter ce site par un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui constitue un cadre réglementaire visant la protection non seulement du patrimoine bâti, mais aussi des espaces publics et du patrimoine naturel. La valorisation de ces espaces et la gestion de risques, ville de Nantes-sur-Lorraine, un document réglementaire qui est en cours d'étude et qui sera mis en application en 2022. Donc, ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est le patrimoine végétal qui est visé, particulièrement avec un règlement écrit, graphique et des orientations thématiques et sectorielles, ce qui va englober les parcs avec toutes les composantes, tracés, compositions, statuaires, ornements, etc., ainsi que le paysage de l'eau, les jardins de devant et les alignements, axes et végétation remarquables. Donc, l'idée, c'est d'identifier le patrimoine naturel pour le protéger et créer d'autres pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, le plan de sauvegarde a pour objectif donc, de renforcer ce patrimoine végétal à l'intérieur de la ville dense, ce qui équivaut à une meilleure attractivité, une création de zones de fraîcheur pour une amélioration de qualité de vie de la communauté locale. Le deuxième cas présenté est celui du Caire historique en Égypte, qui a traité de la revitalisation du Souk al-Selah centré sur la communauté, qui a été donné par M. Ala el-Habashi, en collaboration avec Mme Rim Aram. Il s'agit d'une association du patrimoine matériel et immatériel qui a pris en charge cette initiative en s'appuyant sur l'exemple de conservation Beit Yakan, une maison historique. Et puis, depuis 2016, un projet de collaboration avec l'aide de la Société japonaise de la promotion de la science a visé la revitalisation du Souk al-Asila dans un quartier historique, Darb al-Ahmar, au Caire. Les objectifs visés sont de reconnecter la communauté avec son patrimoine. Des outils ont été mis en œuvre comme la création d'un fonds, l'organisation d'ateliers de sensibilisation pour impliquer la communauté locale,
Au début, c'était viser les enfants et les femmes pour retrouver un espace sécuritaire. La démarche a ensuite visé aussi les hommes, notamment les artisans et plus particulièrement le métier du bois. Donc, ce qui a été réussi, c'est une création d'un centre communautaire et le développement de partenariats locaux et profiter aussi, ce qui est aussi intéressant à souligner dans cette expérience, c'est aussi on a visé une ville zéro énergie, on a visé la question de durabilité dans cette approche de patrimoine, cette approche de paysage urbain historique, en profitant des pâtures et ce qui a permis de créer de nouvelles, et d'une manière générale, cette initiative a permis de créer de nouvelles opportunités pour les artisans locaux, d'offrir un espace public pour les femmes et les enfants et de reconnecter les habitants avec leur patrimoine matériel et immatériel. Donc, ce projet a permis donc l'implémentation de l'approche paysage urbain historique dans vision participative de la communauté locale. Le troisième cas, c'est le cas qui a porté sur le site du Carthage en Tunisie, le site archéologique, et a pour thème la conservation intégrée de la cité-site du Carthage en Tunisie, après une présentation brève du site, de ses défis, et ses contraintes. Aujourd'hui, donc, les sites archéologiques sont dispersés, les composants sont dispersés dans la ville moderne de Tunis, sécurisés principalement à l'urbanisation rapide de la ville. Le site, par contre, a des atouts environnementaux et paysagers exceptionnels et jouit de la proximité de plusieurs institutions, une société civile engagée, mais qui souffre malheureusement de l'absence du plan de gestion et d'une législation lacunaire. D'ailleurs, l'UNESCO a déjà recommandé d'introduire la notion de flux préventif et c'est davantage fragilisé avec l'urbanisme non contrôlé et les aléas de la pandémie qu'on a connue. Donc, des contraintes socio-économiques et foncières, puisqu'il s'agit des terrains privés non acquis par l'État, entrave la préservation de sites et l'absence d'une approche globale. L'initiative est donc de gérer un groupe de réflexion, a été créé un groupe de réflexion ouvert autour de l'application de l'approche paysage urbain historique sur les sites, avec l'objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes au fait que doit être traité en tant que site vivant et intégré dans un projet global. Donc, cette initiative permettra donc d'évaluer la démarche politique patrimoine appliquée au site, prévoir des sessions de formation aux questions du patrimoine et de paysage urbain historique, de cartographier le site d'une manière plus précise pour finir, et mettre en place une stratégie de communication s'appuyant sur les médias et intégrant toutes les parties prenantes dans la protection de ces sites. Donc, la proposition est aussi de remplir les terrains, ce qui est particulièrement intéressant, un peu de stopper cette urbanisation non contrôlée, proposition de remplir des terrains vides avec des fonctions terrain sport, par exemple, en même temps répondre aux besoins de la communauté locale, en même temps créer des zones de protection de sites. Donc, l'objectif, c'est de créer le parc culturel de Carthage, tout améliorant, ayant le souci d'améliorer l'attractivité du site et sauvegarder le site et répondre aux besoins de ses citoyens. Donc, ensuite, il y a des questions. Le débat a porté sur plusieurs questions. 3 questions ont animé particulièrement cette session. C'est comment équilibrer les investissements pour éviter la gentrification et les surfréquentations touristiques. Donc, l'importance de l'implication de la population locale paraît primordiale sur tous les processus à travers la sensibilisation, dérégler le problème aussi foncier, la contrainte réglementaire pour la promulgation des plans de sauvegarde. En tout cas, en conclusion, il paraît important de déceler quelques éléments saillants. C'est l'importance de la participation de la communauté locale, l'intégration de la nature dans le développement durable et l'implication du secteur privé, et aussi l'importance de munir les États arabes pour une réglementation et des plans de gestion, surtout dans un cadre réglementaire permettant de conserver le patrimoine, mais aussi de redynamiser les sites inscrits dans le cadre d'une approche urbain historique, tout en impliquant bien évidemment toutes les parties prenantes et surtout la communauté locale
et l'importance de réfléchir d'une manière globale et intégrée et d'intégrer la notion également de la en résumé, ville We résidente. have to include all the residents. Well, thank you. I tried to get all the key ideas and put them all in my report then. Thank you. Thank you very much. Thank you, Imane, for that summary report. Thank you very much. I would now like to, we will Merci, merci beaucoup. to your presentation also on the 24th for the round table where you can Alors, nous attendons votre présentation du 24. Vous aurez l'occasion de faire une synthèse de cette session en peu de temps, au moins de temps. Il y aura des tables rondes et à 15h30, nous avons la 6e session technique. Ensuite, le 23 pour le lancement de l'appel d'action et le 24, nous aurons la synthèse de toutes les sessions techniques. Encore une fois, nous remercions chaleureusement Monsieur Sy et à tous les intervenants ayant fait ces présentations très intéressantes. Et merci à tous les participants de votre participation et de votre discussion. Merci beaucoup et continuez à nous suivre. Merci.